Bonjour à tous, Madame la Ministre, bonjour. Je suis vraiment très content d'avoir été invité donc à cette journée et de pouvoir participer à mon petit niveau à ce soutien, à cette aide intergénérationnelle que je crois très importante. Donc je ne vais pas en reparler parce que beaucoup de choses ont été dites déjà depuis le début de ce colloque. Mais je vais essayer de vous resituer l'importance de ce réseau de solidarité dans un mouvement plus large, qui est celui de la solidarité en général dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et je crois que c'est une des valeurs les plus importantes dont nous avons besoin, la fraternité, la solidarité. Et je vais vous en parler de manière un peu plus générale. Mais déjà dire à quel point je suis sensible, moi, cette solidarité intergénérationnelle. J'ai eu des grands-parents merveilleux et ça m'a beaucoup marqué dans mon enfance. J'étais plein d'admiration pour mes grands-parents qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup transmis. Et souvent, on sait bien que quand il peut y avoir des petites difficultés avec les parents, les grands-parents, les personnes d'une autre génération peuvent être d'un grand soutien. Et je crois aussi, ça n'a peut-être pas toujours été souligné, que c'est une des qualités, des choses importantes que peut apporter ce type de rencontre. C'est qu'il y a souvent, à travers ce décalage, ce saut de génération, des communications, des échanges qui peuvent se faire de manière des fois plus fluide et plus aidant. Et vraiment, c'est aussi voilà, un des apports que peut avoir ce lien intergénérationnel. Nous sommes en période de crise, vous le savez tous, on nous le répète toute la journée. L'inconvénient, c'est ce qu'on vit tous, c'est-à-dire effectivement des difficultés économiques et sociales de plus en plus importantes. L'avantage, et il y a des avantages aux périodes de crise, c'est que c'est une occasion de redécouvrir des liens de solidarité. Puisque lorsque tout va bien, on a un peu tendance à vivre chacun pour soi. Et lorsque les choses vont plus mal, on s'aperçoit qu'on a besoin des autres. On a tous besoin les uns des autres. Et c'est dans les périodes de crise que les liens se resserrent, que les liens se nouent, qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on a tous quelque chose à s'apporter. Et je crois que c'est un des effets positifs que peut avoir cette crise grave que traverse non seulement la France, mais l'Occident et une partie du monde. C'est qu'on va peut-être redécouvrir de plus en plus à quel point nous pouvons nous entraider les uns les autres, comme cela existe dans les sociétés traditionnelles. Il suffit de voyager un petit peu pour s'apercevoir que dans des pays où le niveau de vie est très inférieur au nôtre, les gens sont pas malheureux du tout, parce qu'il existe des liens profonds de soutien, d'entraide, des réseaux de solidarité, et des pays qui sont traversés par la même crise que nous et parfois de manière beaucoup plus violente que nous, s'en sortent des fois mieux au niveau psychologique et moral, parce qu'il existe de manière plus spontanée qu'en France des liens entre les gens, entre les individus, au sein des familles et au-delà des familles. Je suis frappé, je connais un peu la Grèce ou l'Espagne, des pays qui sont plus secoués que nous encore sur le plan économique, et beaucoup de gens ont plus le moral qu'en France, parce qu'il y a beaucoup plus de liens d'entraide. Donc je crois que la France, c'est vraiment une des choses dont nous avons plus besoin de redécouvrir, c'est cette nécessité d'entraide, parce qu'au fond nous vivons un peu sur le modèle, vous savez, c'est un vieil héritage du catholicisme. On vit sur le modèle de l'État-providence. Donc on a vécu pays très catholique pendant longtemps, c'est l'Église qui venait en aide aux gens. Et donc c'était un modèle un petit peu vertical, on a besoin d'aide et l'Église crée des hôpitaux, des hospices, des orphelinats, etc. Donc on reçoit l'aide de la providence. Et puis, avec la laïcisation de la société, l'État a remplacé l'Église. Et on attend tout de l'État. Donc l'État doit tout faire. Et à tel point que même quand il neige, on demande à l'État des comptes. Mais pourquoi est-ce qu'il neige? Pourquoi est-ce qu'il y a du mauvais temps? Pourquoi est-ce que... On est dans une mentalité en France d'assister. Et ça fait ce qui fait que ça durcit le problème. On est toujours en situation, effectivement, d'inquiétude, de soucis, parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas le soutien qu'on devrait avoir. Et du coup, l'effet, évidemment, positif de ça, c'est qu'on a un des pays dans lequel il y a le plus d'aide donnée par l'État pour les citoyens, ce qui est une bonne chose. Mais l'effet négatif, c'est qu'on a perdu de plus en plus cette idée de soutien mutuel. On se soutient moins les uns les autres parce qu'on compte toujours sur l'aide d'en haut.
Et je crois qu'un des aspects les plus importants qui est en train de se passer avec cette crise, c'est que de plus en plus de gens découvrent que finalement l'aide, on peut la trouver ailleurs, qu'on n'a pas à tout attendre de l'État, que l'État d'ailleurs peut aider autrement en aidant des associations. C'est une manière aussi de soutenir toute cette activité d'aide qui existe à un niveau beaucoup plus horizontal. Et c'est ce qui se passe évidemment dans tout ce secteur dont nous parlons. Et c'est important aujourd'hui que Madame la Ministre soit là pour vraiment rappeler à quel point l'État peut soutenir tout ce réseau associatif, qui est un réseau horizontal dans lequel les individus s'entraident les uns et les autres, et pas seulement à un niveau économique, à un niveau humain. Et c'est cette dimension humaine qui m'apparaît le plus important. C'est qu'il y a vraiment des rencontres. Il y a, vous savez, bien souvent quand il y a un problème économique, il y a aussi un besoin psychologique de parler, de se rencontrer, d'être écouté, d'écouter. Et donc c'est ce partage humain qui me semble être l'aide la plus importante que peut générer cette crise et ce besoin de mieux se connaître, de mieux rentrer en soutien les uns avec les autres. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire un petit mot. Finalement, si on prend du recul sur ce que nous sommes en train de vivre, je crois que cette crise en Occident révèle à quel point nous n'avons pas un bon équilibre dans les valeurs. Les valeurs, vous savez, ça veut dire ce qui vaut, ce qui est le plus important. Et on voit bien qu'on ne peut pas vivre sans valeurs. On a tous des valeurs, ce ne sont pas forcément les mêmes. Et aujourd'hui, les valeurs, évidemment, vont beaucoup diverger, des fois d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, d'une culture à l'autre. Et en même temps, si on regarde un peu les choses avec du recul, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de valeurs universelles qu'on retrouve partout, dans toutes les cultures, à toutes les époques, qui sont comme des fondamentaux qui permettent à des êtres humains de vivre ensemble. Et j'ai recensé donc dans mon livre La guérison du monde un certain nombre de ces valeurs. J'ai notamment recensé la vérité comme conformité, je ne parle pas de la vérité au plan métaphysique, mais comme conformité entre ce qui est dit et la réalité. C'est-à-dire l'inverse du mensonge. On ne peut pas vivre en communauté, en société, en couple, s'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas de conformité entre ce qui est dit et la réalité des faits. Et donc la vérité, c'est une des valeurs les plus essentielles du vivre ensemble. Vous avez la justice. Sans justice, aucune société n'est viable. Et la justice, qui est ce jugement où on pèse avec équité les actes des uns et des autres, on les juge avec équité, repose sur la vérité. Il n'y a pas de justice sans vérité. On a toujours besoin d'établir la vérité des faits. Vous avez dans la notion de justice la notion de partage. Parce que s'il y a une trop grande disparité, effectivement, économique chez les individus dans une même société, ça crée effectivement un climat explosif. Et le drame de notre époque, entre autres, c'est qu'effectivement cette disparité ne cesse d'augmenter. C'est qu'alors qu'on a eu une hausse globale du niveau de vie très importante au cours des 40 dernières années, on s'aperçoit qu'au cours, en même temps, de la dernière décennie, les revenus ne cessent les plus hauts revenus sont de plus en plus importants et les écarts ne cessent d'augmenter entre les hauts revenus et les bas revenus. J'ai vu un rapport qui montrait qu'aux États-Unis, ce rapport était il y a encore 30 ans, de 1 à 30 et il est passé de 1 à 4000. Donc ça montre vraiment que ça fragilise profondément le tissu social. Et puis, le partage, c'est cette idée qu'effectivement, de manière, je dirais, autant que possible volontaire, évidemment, les impôts sont là pour équilibrer les choses, ils sont absolument nécessaires. Mais le mieux, c'est quand chacun peut, effectivement, volontairement, aussi partager, donner de son temps, donner un peu de son argent, donner faire profiter aux autres de ce qu'il a acquis, de ce qu'il a reçu. Et ce partage peut exister de 1000 manières et il existe beaucoup à travers le réseau associatif. Et je suis vraiment frappé de voir qu'il y a un fort développement du réseau associatif. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, on parle beaucoup des mauvaises nouvelles, mais on ne nous dit pas que tous les jours, il y a des dizaines d'associations qui se créent et que ce sont des gens qui s'engagent bénévolement pour aider d'autres gens. C'est très encourageant. Je fais une petite parenthèse sur les médias et sur le climat, je dirais un peu dramatique que les médias entretiennent. Il est bien évident que les choses ne vont pas forcément bien par rapport à ce qu'on a connu avant et que sur un plan économique et social, la situation, effectivement, pose beaucoup de questions et a de quoi être inquiétante. En même temps,
beaucoup de choses vont bien, beaucoup de gens vont bien, et ça, c'est pas ce qu'on va lire dans les nouvelles, c'est pas ce qu'on va apprendre à la télévision. On regarde le monde à travers le prisme déformant de la médiatisation de tout ce qui va mal. Or, le spectacle que nous voyons par Internet, les médias, etc., de tout ce qui va mal n'est pas le monde. Nous n'avons pas le monde réel. Nous avons un spectacle médiatisé du monde à travers les mauvaises nouvelles. Et ça entretient un climat psychologique extrêmement négatif. Donc c'est un des points sur lequel il faut être lucide. Au fond, le monde va certainement mieux malgré tout, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont mal. Mais par rapport au siècle précédent, ça je suis certain qu'il va beaucoup mieux dans beaucoup de domaines. Et que même des gens qui sont en situation des fois un peu difficile économiquement ont d'autres valeurs, ont des liens, des amitiés, des amours qui les aident à vivre, qui les tient debout, qui leur permet de vivre dans la dignité. Et ça, c'est des choses, il y a des choses très positives qui se passent partout, et y compris dans des pays pauvres, hein. Tous ceux d'entre nous qui ont voyagé dans des pays, encore une fois, où les revenus sont très bas, on voit des gens très heureux, parce qu'ils vivent selon d'autres valeurs que simplement les critères économiques. Donc là-dessus, je crois qu'il ne faut pas s'obséder non plus sur cette question, je dirais, de l'information qui nous montre qu'il y a de plus en plus de gens en difficulté. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'en sortent bien, et pas uniquement à cause des conditions économiques, à cause d'autres valeurs qui les aident à vivre. Et il ne faut pas tout jauger uniquement à l'aune des valeurs matérielles. Pour être heureux, un individu a besoin d'un toit, il a besoin de manger à sa faim, mais il a aussi besoin d'amitié, d'amour, de s'exprimer lui-même, de pouvoir faire ce pourquoi il est fait, d'avoir un métier qui lui plaît. Et il y a des fois des métiers où on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on est très heureux. Et il y a des métiers où on gagne beaucoup d'argent, on n'est pas heureux du tout. Donc vraiment, le bonheur et la qualité de vie d'un individu ne se jugent pas simplement à l'aune des critères économiques, même si ceux-ci sont très importants, ils ne sont pas décisifs. Et là-dessus, je crois qu'il faut avoir ça aussi en tête, c'est que, évidemment, encore une fois, dans le monde médiatique, on ne parle quasiment que de ça. C'est-à-dire que de la dimension économique qui est en crise. Mais je crois que cette crise économique est aussi, évidemment, révélatrice de toutes les autres crises sous-jacentes à cela, c'est-à-dire une crise des valeurs, une crise du sens, une crise du vivre ensemble, et que c'est à travers cette dimension éthique, cette dimension du vivre ensemble, qu'on peut essayer principalement de sortir de la crise dans ce qu'elle a de plus dur psychologiquement. Alors économiquement c'est autre chose, mais on peut déjà améliorer considérablement les effets psychologiques, moraux, négatifs de la crise par d'autres biais que l'économie, qui sont encore une fois le développement des réseaux de solidarité, de soutien, d'entraide, de partage, de rencontres, tout ce qui fait qu'une société sera plus humaine. Parmi les autres valeurs universelles très importantes, on retrouve le respect d'autrui. C'est une valeur qui est en train de se perdre en Occident. Le respect d'autrui, c'est quelque chose de fondamental qui est présent dans toutes les cultures, à travers ce qu'on appelle la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. On retrouve ça chez Confucius, dans la Bible, dans les évangiles, dans le Coran, chez les philosophes grecs, dans toutes les cultures humaines. Cette phrase existe dans toutes les cultures humaines. Et c'est quelque chose qu'un enfant de 4 ans peut comprendre. Il est en train de casser les jouets de sa petite sœur. On lui dit, est-ce que tu as envie qu'on te casse tes jouets? Ah ben non. Eh ben ne fais pas ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Tout le monde peut comprendre ça. Et c'est la base du vivre ensemble. C'est le fondement du vivre ensemble. Ne pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'il nous fasse. Et on pourrait dire positivement, comme Jésus le dit dans les évangiles, il l'inverse, il le met en positif. Faites à autrui ce que vous avez envie qu'on vous fasse. Bon, des fois, on n'a pas tout à fait on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs qu'autrui ou les mêmes désirs, donc c'est pas forcément une bonne chose. Mais au-delà de ça, évidemment, c'est un fondement qui a été repris par toute la morale laïque kantienne. Toute la morale de Kant, au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, repose sur cet impératif qui est, encore une fois, le respect fondamental d'autrui, qui est une sorte de loi naturelle. Et aujourd'hui, évidemment, on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui est évident. On voit beaucoup de jeunes sont dans une sorte de violence, de désir mimétique. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours posséder ce que les autres ont, ils sont prêts à le prendre par la force. On voit qu'il n'y a plus d'éducation aux valeurs fondamentales, notamment à cette valeur du respect d'autrui. Et c'est pourquoi moi-même je me réjouis beaucoup de l'initiative de Vincent Payon
d'introduire une morale laïque à l'école. Je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'un certain nombre de familles ne transmettent plus les fondements essentiels de la morale, notamment cette fameuse règle d'or qui est tout à fait universelle. Et c'est pas si facile que ça d'enseigner la morale à l'école. C'est quelque chose, vous savez, qui avait déjà été introduit par Jules Ferry. Il s'était d'ailleurs appuyé sur le confucianisme, le bouddhisme, sur les grandes traditions, notamment orientales, mais aussi sur la Bible, de manière un peu laïcisée. Mais je crois que reprendre ça aujourd'hui, dans le contexte de l'école, où on sait qu'il y a des zones entières, des régions entières, dans lesquelles les enfants ne reçoivent absolument plus d'enseignement éthique et moral chez eux, c'est essentiel qu'ils puissent savoir que pour vivre ensemble, on a besoin de vérité, on a besoin de justice, on a besoin de partage, on a besoin de respect. Et tout ça peut se faire de manière très ludique. J'ai un petit peu vu comment certains manuels vont être faits. Ils utilisent le cinéma, la littérature. Si vous prenez un film comme Le Seigneur des Anneaux, vous voyez que la morale est extrêmement présente. Il y a le bien, il y a le mal, il y a ceux qui veulent détruire les autres, il y a ceux qui défendent les faibles. On retrouve partout, dans toute la littérature des jeunes, et chez Harry Potter aussi. Dans Harry Potter, la morale est extrêmement présente. Donc on peut utiliser les exemples de la littérature, du cinéma que connaissent les jeunes, on peut utiliser le sport. Sans règles, on peut faire aucun sport. Et donc on peut utiliser tout ce que connaissent les jeunes aujourd'hui pour réinjecter les notions fondamentales du vivre ensemble. Parce qu'on le sait tous, si on n'a pas des valeurs communes, on ne peut pas vivre ensemble. Même au niveau d'un couple, on peut avoir des sensibilités différentes, on peut avoir des goûts différents. On peut le soir, monsieur peut regarder le foot et madame une série télé, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est si on n'a pas les mêmes valeurs. Et là, c'est intenable. Donc c'est pour ça que vraiment la question des valeurs est centrale dans le vivre ensemble, à tous les niveaux que ce soit. Parmi les autres valeurs, il y a évidemment... Allez-y, Madame le Ministre, je sais que vous devez y aller, il n'y a pas de souci. Au revoir. Parmi les autres valeurs, il y a évidemment la liberté. On ne peut pas vivre sans liberté. On se rend compte à quel point nous avons besoin de pouvoir exprimer ce que nous ressentons, notre potentiel, et que la liberté, qui est une conquête, j'entends la liberté politique, est une conquête de la modernité, nous est devenue absolument essentielle. Mais la liberté, cette liberté de pouvoir exprimer qui nous sommes, notre potentiel, c'est aussi une liberté intérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la liberté politique. Il y a aussi une liberté intérieure qui est une liberté qui est celle des philosophes, qui est celle notamment des philosophes grecs, qui ont montré que à quoi ça servait de faire ce qu'on veut si on n'est pas libre intérieurement. C'est-à-dire si on est l'esclave de ses passions, de ses pulsions. Nous avons tous en tête l'exemple de certains hommes politiques célèbres qui auraient pu accéder à des très fortes responsabilités et qui, à cause d'une pulsion totalement primaire et idiote, ont vu leur vie basculer dans le néant. Je ne vise personne en disant ça, mais c'est pour montrer à quel point ne pas avoir acquis un minimum de liberté intérieure, c'est-à-dire de dominer ses pulsions, d'être capable de se maîtriser, pour pouvoir faire des choix plus importants, pour pouvoir aller plus loin. C'est une des conquêtes les plus importantes de l'être humain. Elle se fait par rapport à soi-même. Donc il y a toute une éducation à faire à la liberté intérieure, pour pouvoir faire des choix qui impliquent certains renoncements, qui impliquent une certaine discipline. Et finalement, si on sait se maîtriser, on peut aller beaucoup plus loin dans la vie. On renonce à certaines choses pour aller plus loin. Pour vraiment aller dans ce qui nous plaît le plus, ça peut impliquer des renoncements à certaines choses faciles, à certains plaisirs. Donc la liberté à la fois intérieure, la liberté politique. Et puis, il y a évidemment, dans les grandes valeurs universelles, la compassion. L'amour en tant que compassion, c'est-à-dire partager la souffrance d'autrui. Il y a un grand philosophe chinois qui s'appelle Mencius qui dit que lorsqu'un enfant tombe dans un puits, on ne va pas se poser la question de savoir si on partage la même religion, la même culture, etc. On va courir pour le sortir du puits, quelles que soient nos convictions par ailleurs. Et donc il dit la vertu d'humanité, la compassion, c'est ce qui fait qu'on se sent solidaire avec tous les êtres humains, d'où qu'ils viennent, même si on ne les connaît pas, et on a un instinct qui nous pousse à leur venir en aide lorsqu'ils sont en danger. Et cet instinct peut se développer de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus consciente, et ça devient pas simplement
cette vertu d'humanité, ça vient de la compassion active. On peut effectivement décider, parce qu'on est touché par la souffrance d'autrui, de consacrer du temps aux autres, de leur venir en aide, de secourir quelqu'un qui est agressé, de secourir quelqu'un qui est dans la détresse, qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est une des valeurs aussi essentielles qu'on retrouve dans toutes les cultures. La compassion est vraiment le sommet du bouddhisme, mais aussi du christianisme, est très présente dans le judaïsme, dans l'islam, dans tout, et évidemment aussi c'est une vertu moderne dans notre laïcité. Cette idée de solidarité est très présente à travers donc nos vertus républicaines également. Et derrière la notion de compassion, il y a la notion de fraternité. Et la notion de fraternité, ça rejoint cette idée que tous les êtres humains, quelle que soit la couleur de leur peau, leur langue, etc., nous sommes frères. Et nous sommes frères parce qu'on fait partie, voilà, de cette même espèce et on a les mêmes aspirations. On est comme eux, on est tous liés les uns aux autres. On l'est par la nature, mais on l'est aussi par une communauté de destin. On est tous dans le même bateau. Et on l'est d'autant plus aujourd'hui qu'on est dans une époque de mondialisation. On est tous solidaires des uns des autres, qu'on le veuille ou non. Et là, je reprendrai l'expression de mon maître et ami Edgar Morin, on est dans une terre patrie. La terre est devenue notre patrie. La patrie, c'est plus la France. Heureusement que Madame la Ministre est partie. La patrie, j'aurais pas osé le dire avant, la patrie, c'est plus la France. C'est pas les États-Unis, c'est pas l'Iran. La patrie, c'est la terre, c'est l'humanité entière. Et on est tous solidaires les uns des autres. Ça n'empêche pas d'avoir une petite préférence pour le pays dans lequel on est né. Et on le voit avec le sport. Dès qu'il y a un événement sportif, on est tous français ou brésiliens. Bon. Mais au-delà de ces petites passions humaines, je crois que c'est très important qu'on découvre tous notre lien profond qui fait qu'on est tous frères et sœurs de dans une seule grande famille qui est l'humanité, sur un seul bateau qui est la Terre, la planète Terre. Et je crois que la crise que nous vivons, notamment écologique, est là pour nous le rappeler. La crise écologique est dramatique, elle est sans doute beaucoup plus grave que la crise économique, même si on n'en parle pas, parce que quand on parle de crise économique, on ne parle plus d'écologie. Or, je pense que les enjeux de la crise écologique sont beaucoup plus importants et peuvent être à terme beaucoup plus dramatiques pour l'humanité, mais ils ont cet effet positif de nous rappeler qu'on est dans une communauté de destin. Notre sort est lié les uns aux autres. Et qu'aujourd'hui, si on pollue quelque part, c'est la Terre entière qui est concernée. S'il y a une explosion atomique quelque part, il n'y a pas de frontières qui vont arrêter un nuage radioactif. La pollution chimique, rien ne l'arrête. Lorsqu'il y a une épidémie quelconque qui est liée à tous nos modes industriels, d'alimentation, etc., elle va voyager dans la Terre entière. Dans l'espace mondialisé, on est tous solidaires les uns des autres, pour le meilleur et pour le pire. Et un des aspects, encore une fois, positifs de la crise économique, écologique, sociale, mondiale, c'est de nous rappeler cette évidence. On est liés les uns aux autres et on a besoin les uns des autres. Et là, je crois vraiment qu'il y a une conscience planétaire qui est en train d'émerger. Ça paraît encore timide, évidemment, parce que, encore une fois, on ne voit que l'aspect négatif. Les médias ne nous montrent que les problèmes. Donc, exemple de problèmes liés à la mondialisation. Vous avez quelqu'un qui va dessiner des caricatures du prophète Mahomet dans un coin du Danemark. 2 heures après, vous avez des émeutes au Pakistan et vous avez des morts. Et ça, c'est la médiatisation qui fait qu'immédiatement, on sait tout. Alors qu'avant, quand Voltaire écrivait un texte totalement islamophobe, aucun musulman ne le lisait. Aujourd'hui, tout se sait. Donc, ça nous oblige à être responsables. On ne peut plus faire n'importe quoi. On est tous liés les uns aux autres. Donc, il y a une médiatisation des choses négatives et il n'y a peut-être pas assez de médiatisation des choses positives. Or, il y a beaucoup de choses positives. Vous avez énormément de villes qui sont reliées les unes aux autres dans le monde entier et qui s'entraident. Vous avez plein d'individus qui soutiennent d'autres gens dans le monde entier, qui parrainent des enfants dans les 4 coins du monde. Il y a énormément de liens de solidarité à l'échelle mondiale. C'est un aspect positif qu'il faut avoir en tête et ça ne cesse de grandir. Et donc là, je crois effectivement, mais moi je suis sans cesse invité à il y a plein d'associations, d'ONG, etc., qui créent des liens entre tous les continents, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc on est vraiment aujourd'hui, je pense, à un moment d'ailleurs crucial de l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais vécu ça avant.
Jamais dans l'histoire de l'humanité, le monde n'a été lié, uni, comme il l'est aujourd'hui. Au fond, il y a toujours eu des espaces de civilisation et qui se méprisaient ou qui se connaissaient pas. Lorsque l'Empire romain s'effondre, c'est le chaos en Occident, ça n'a aucun impact en Chine. Aujourd'hui, si vous avez une crise des subprimes aux États-Unis, c'est le monde entier qui est touché. Et si vous avez demain une crise en Chine, c'est le monde entier qui est touché. Donc on est tous reliés, économiquement, psychologiquement par la médiatisation, et on voit à quel point on vit quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité qui n'a jamais eu lieu. C'est cet avènement d'un village planétaire. Alors, on peut en voir tous les aspects négatifs, et il y en a de nombreux, notamment cette interaction économique est très perverse, parce qu'il est certainement beaucoup plus sain d'avoir des espaces économiques évidemment autonomes qu'un seul espace économique. Et en même temps, le monde, les échanges se sont développés de cette manière-là, mais ils se sont développés évidemment d'une manière qui pose beaucoup de problèmes, parce que ça s'est fait dans le cadre d'une économie ultralibérale qui évidemment va créer énormément de disparités, d'interdépendances qui ne sont pas toujours favorables à ceux qui sont les producteurs. Bon, donc là on rentre dans tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui, tous les effets pervers de la mondialisation, mais voyons aussi les aspects positifs. C'est qu'au fond, si on veut agir, on peut agir en étant de plus en plus solidaires les uns des autres. Et je prendrai quelques exemples, même au niveau économique. Si on prend le commerce équitable, voilà une très belle initiative, bon, qui peut être dévoyée, il peut y avoir toutes sortes de problèmes, mais globalement, c'est une très belle initiative qui montre qu'on peut créer des liens de solidarité d'un continent à l'autre, et on va acheter dans les pays dits riches un tout petit peu plus cher des produits qui sont achetés à un prix décent à des producteurs dans des pays pauvres, et du coup évidemment ça crée, tout le monde est gagnant dans cette affaire-là. Et on peut avoir quantité d'autres exemples, j'en cite beaucoup dans la guérison du monde, qui montrent que il existe des initiatives aujourd'hui qui permettent, par des inventivités, par des idées originales, etc., qui permettent d'utiliser, je dirais, cette mondialisation de manière positive et constructive, et de ne pas simplement en subir les effets pervers. Plein de gens sont en train de créer aujourd'hui des monnaies alternatives. Et donc vous avez des gens qui échangent des choses, qui à travers une monnaie qui n'est pas une monnaie physique, qui sont des bons d'échange, et ben on va pouvoir échanger des cours de guitare contre quelqu'un qui va maçonner. On peut s'échanger des services sans passer par une monétarisation des échanges. Ça se développe de plus en plus. Donc il y a plein de réponses possibles face à la crise qui nous permettent de développer une créativité qui nous rend de plus en plus solidaires. C'est pour ça que moi je ne vois pas la crise uniquement d'un point de vue négatif. Vous savez, le mot crise, l'étymologie en grec, ça veut dire nécessité de choisir, de faire un choix. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et donc la crise est là pour nous dire il faut faire des choix. Et on le vit tous à un niveau personnel. À un niveau personnel, lorsqu'on est en crise, souvent on est malade. On est malade ou on est angoissé, on a donc une crise psychologique ou physique. Et c'est parce que dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut faire des choix. Et donc le corps ou la psyché nous dit « ça suffit, ça ne peut pas continuer comme ça ». Et bien souvent, c'est l'occasion pour nous de nous poser des questions importantes qu'on ne s'est pas posées avant quand tout allait bien. Quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Et d'un coup, quand les choses vont mal, on se pose des questions. Et donc, il y a des remises en question, des remises en cause, des nécessités de faire des choix qui nous apparaissent, et on s'aperçoit qu'on est malade parce qu'on n'aime pas notre boulot, on est malade parce qu'on n'est pas bien dans notre couple, on est malade parce qu'on n'a pas exercé une capacité qu'on avait et qu'on avait besoin de faire et qu'on avait refoulée. On est malade pour plein de raisons. Et au fond, ça nous ouvre les yeux, la maladie ou la difficulté nous ouvre les yeux sur nous-mêmes pour nous permettre de faire des choix qui étaient nécessaires. Ce qui fait que je crois que ce qui est vrai au niveau individuel est vrai au niveau collectif. La crise que nous vivons nous dit ça ne peut pas continuer comme ça. Le monde ne peut pas continuer comme ça. Et là, je vais reprendre le slogan altermondialiste, le monde n'est pas une marchandise. Et on ne peut plus piller la planète comme on le fait. On ne peut plus considérer que les animaux sont des choses, des objets qu'on peut torturer, faire souffrir. L'élevage intensif, c'est une horreur.
On ne peut plus continuer comme ça. Et après, on se plaint qu'il y ait des épidémies sanitaires. Ben évidemment, quand on voit comment on traite les animaux, c'est normal. On ne peut plus continuer à piller les ressources de la planète en faisant que des populations qui s'appauvrissent et que les autres s'enrichissent de manière extrême. On ne peut plus continuer à ce qu'il y ait cette espèce de, si vous voulez, de financiarisation de l'économie, dans lequel on ne cherche plus simplement à produire et à faire des échanges économiques, comme ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, qui permettait d'ailleurs un accroissement de la richesse globale. Mais aujourd'hui, on est dans une logique financière dans laquelle le but, c'est d'enrichir toujours plus les actionnaires et ceux qui possèdent déjà l'essentiel de la richesse. Et ça, c'est destructeur pour tout le reste de l'économie. Donc c'est de ça dont il faut sortir. Et la Terre, le système est en train de craquer pour nous dire il faut faire des choix. Donc la crise est là pour nous obliger à changer de logique. Et pour en revenir aux valeurs, donc là je crois que c'est l'occasion, forcée un peu par le destin, par ce qui se passe, par la dureté du monde, par l'évolution dans laquelle on est qui nous montre que le système ne peut plus continuer, c'est l'occasion de redécouvrir des valeurs fondamentales, autres que le consumérisme. Puisqu'au fond, le consumérisme est devenu la valeur mondiale par excellence. Elle a commencé en Occident, elle se généralise au monde entier, et ça devient l'objectif que tout le monde poursuit, consommer toujours plus. Or, ça n'a aucun sens. Et on s'aperçoit que consommer pour consommer ne nous rend pas plus heureux, n'améliore pas la situation individuelle et collective de l'humanité, et que de toute façon, à un moment donné, on n'aura plus les ressources sur la planète pour continuer à ce rythme-là. Donc c'est illusoire. Donc il est temps d'aller dans d'autres logiques que celle du consumérisme, pour consommer avec plus de discernement, pour pouvoir faire des choix intelligents, ne pas simplement acheter le dernier téléphone portable ou la dernière tablette numérique parce que notre voisin la possède, mais est-ce que ça nous est vraiment absolument utile? Et donc on doit toujours avoir un discernement dans notre consommation. Le grand problème aujourd'hui dans l'humanité à travers le consumérisme, c'est le désir mimétique. On veut ce que l'autre a. Et le désir mimétique, c'est quelque chose que René Girard a très bien montré, c'est la cause de toutes les violences. Au fond, l'être humain peut être mu par ses besoins. J'ai besoin de manger, je trouve à manger, je suis satisfait. J'ai un besoin affectif, je suis dans une relation affective de qualité, je suis satisfait. C'est tout à fait normal de chercher des réponses à ses besoins. Le désir mimétique, c'est pas un besoin. Comme son nom l'indique, c'est désirer, non pas ce dont j'ai besoin, c'est désirer ce que l'autre possède. Simplement parce qu'il possède quelque chose que je n'ai pas. Ça, c'est d'une perversion absolue. Et on le voit chez les enfants. Un enfant peut avoir plein de jouets, mais s'il y a un autre enfant qui a un jouet qu'il n'a jamais eu, il n'y a que celui-là qui va l'intéresser. Il va se désintéresser de tous ses jouets pour avoir celui-là, parce que l'autre l'a, et là, il sera prêt à se battre pour l'avoir. Donc au fond, il y a quelque chose dans l'esprit humain d'un peu pervers. Pour les anciens philosophes, c'était un vice. Ça nous intéresse simplement parce que l'autre l'a et que je ne l'ai pas. Et aujourd'hui, le désir mimétique, la publicité s'appuie dessus constamment. Tous les messages publicitaires, ou presque, sont là pour nous dire « Vous n'avez pas encore ça, mais vous êtes rien, vous êtes déclassé. » Donc, ce qui est dit de manière subliminale dans tous les discours publicitaires, c'est pour être bien, pour être reconnu, il faut avoir telle voiture, tel objet, etc. Et ça marche très bien auprès des jeunes. On voit bien les jeunes qui n'ont pas la dernière marque de basket, etc. et tout, ils se sentent complètement déclassés. Ils vont dire à leurs parents, non, mais il me faut cette marque. C'est pas simplement une paire de chaussures, c'est cette marque. Parce que les petits copains ont ça. Parce que la publicité vend ça. Ou simplement le réseau amical. Et donc là, on est devant un vrai problème. C'est que, à l'échelle planétaire, si on fonctionne selon le désir mimétique, eh ben alors à ce moment-là, on va tous vouloir vivre comme des milliardaires. Parce qu'on regarde des séries américaines dans le monde entier, dans lesquelles tout le monde vit absolument richement, et tout le monde veut vivre comme ça. Et si tout le monde veut vivre comme ça, c'est impossible. Il faudrait, pour que la planète puisse offrir les ressources nécessaires à la fabrication de tous les objets selon le mode de vie de l'Américain aisé, il faudrait entre 4 et 7 planètes.
Donc c'est impossible. Donc ça ne fait qu'engendrer de la frustration à l'échelle mondiale. Et on est devant une illusion. Ce qui fait qu'une des choses les plus importantes, c'est de sortir du désir mimétique. Et se dire, ben moi j'ai ça, ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir ce que les autres ont. J'ai pas besoin d'un yacht, j'ai pas besoin de telle chose, d'une deuxième voiture. J'ai pas besoin forcément d'avoir ce que les autres ont. J'ai besoin des choses essentielles. Et beaucoup de gens sont malheureux de ne pas avoir plus, alors qu'ils ont peut-être déjà l'essentiel. Donc là-dessus, je crois que c'est une prise de conscience très importante à tous les niveaux, quel que soit le niveau social dans lequel on est, de ne pas être dans le désir mimétique et d'avoir une conscience réelle de nos besoins profonds. Et un individu peut être beaucoup plus heureux s'il a une vocation artistique et qu'il peut exercer son art, même s'il a peu de ressources, que d'autres individus qui vont simplement courir après ce mirage de la consommation perpétuelle. Donc là-dessus, je crois que c'est une des choses que nous pouvons aussi conscientiser au sein de cette crise. Il y a beaucoup de paramètres évidemment, mais il y a également ce paramètre de la distinction entre nos besoins réels et nos désirs qui sont liés à ce que les autres possèdent. Je terminerai par un aspect sur la liberté et la fraternité. Je pense qu'aujourd'hui, je vous parlais des valeurs universelles, toutes les grandes valeurs que je vous ai citées, la justice, le partage, on le voit dans toutes les cultures. Maintenant, il y a quelque chose qui est un peu propre à l'Occident, c'est la liberté politique à travers la notion d'autonomie des individus. C'est cette émancipation de l'individu par rapport au groupe. Au fond, c'est le propre de l'Occident moderne, c'est, je pense, son caractère le plus fondamental, c'est l'émancipation de l'individu qui commence au XVIIe siècle et qui n'a cessé de grandir au cours des siècles et qui aboutit à toutes les lois qu'on voit aujourd'hui. Par exemple, le mariage pour tous, c'est l'aboutissement logique de l'émancipation de l'individu. C'est-à-dire, on est là pour permettre aux individus d'exercer, de pouvoir vivre leur potentiel, ce qu'ils désirent, sans entrave. Et ce qui fait qu'on est dans un monde dans lequel on peut choisir son métier, on peut choisir sa sexualité, on peut choisir de se marier avec qui on veut, on peut choisir, on est dans une liberté de choix totale qui correspond à l'épanouissement de notre potentiel, de notre personnalité. C'est quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Pendant des millénaires, l'humanité a vécu selon un autre modèle dans lequel le groupe était plus important que l'individu. Et donc c'était les normes collectives, la morale collective, la religion qui l'emportait sur les individus. Et lorsqu'un individu menaçait par son comportement les normes collectives, on l'éliminait. C'est aussi bien l'Inquisition au Moyen-Âge que ce qu'on voit encore avec la charia dans certains pays musulmans. Donc on a vraiment des normes collectives plus importantes que l'individu. Je crois que quand on vit en Occident, personne ne regrette la liberté individuelle. Aucun d'entre nous n'aura envie de revenir au Moyen-Âge dans une conception globale où il faut effectivement adhérer aux normes collectives pour pouvoir vivre en société. Je crois que c'est une conquête extrêmement positive, la liberté individuelle. Mais ça a un prix à payer. Le prix à payer, c'est la responsabilité. C'est que si les individus sont autonomes, ça les rend responsables. Puisque ce n'est plus la société qui est responsable de la globalité, de la bonne marche du groupe, ce sont les individus qui en deviennent responsables. Lorsqu'on s'émancipe du groupe, très bien, mais alors du coup, pour que la société puisse fonctionner, il faut qu'on ait une attitude responsable. Or, le problème de l'Occident aujourd'hui, c'est qu'on veut la liberté sans la responsabilité. On veut être libre, mais on n'est pas prêt à faire des efforts. On n'est pas prêt à avoir des devoirs. On n'est pas prêt à rendre à la société ce qu'elle nous donne en liberté. Et donc on est devant des comportements de plus en plus individualistes qui n'ont fait que s'exacerber au cours des 30 dernières années, où on voit des individus qui veulent continuer d'être assistés, mais qui d'un autre côté ne sont pas prêts à faire le moindre effort pour vivre selon les fondements du vivre ensemble, qui est encore une fois le respect d'autrui, le partage, la justice, la vérité. Et du coup ça ne fonctionne plus. Et le drame de nos sociétés occidentales, c'est ce dysfonctionnement entre liberté et responsabilité. Et à l'inverse, les sociétés traditionnelles, celles d'avant en Occident, ou celles qui existent encore aujourd'hui, et qui sont encore majoritaires dans le monde, fonctionnent selon une autre logique,
qui est que l'individu sacrifie sa liberté, mais il gagne en solidarité. C'est-à-dire que la société crée des liens de solidarité très très puissants, puisqu'on partage les mêmes valeurs collectives, on partage les mêmes croyances, et du coup, on soutient tous les membres de la collectivité et du groupe. Donc, je dirais que ce qu'on voit aujourd'hui dans de nombreux pays, c'est qu'il y a une très forte entraide, les gens ont des liens solidaires, mais le prix à payer, c'est que l'individu doit se soumettre aux lois communes, et notamment à une morale commune, et des fois, le prix à payer est très lourd. On le voit notamment dans certains pays pour les femmes, pour les homosexuels et bien d'autres. Donc, lorsqu'on est une minorité dans un pays et qu'on a des mœurs ou des désirs qui sont différents de ceux de la morale collective, effectivement, on se sent forcément en porte-à-faux avec une société traditionnelle. Et je crois qu'une des choses les plus importantes pour l'avenir de l'humanité, c'est de retrouver ce lien entre liberté, et là je parle de la liberté individuelle, et la fraternité, la solidarité. Ce lien qui a été un peu rompu. Dans la devise républicaine, on a liberté, égalité, fraternité. On a finalement retenu quasiment que la liberté. Un peu l'égalité et pas du tout la fraternité. Et donc, on crève du manque de fraternité en Occident, comme on crève du manque de liberté dans beaucoup de pays traditionnels. Et donc, je crois qu'une humanité réconciliée avec elle-même, qui permettront à des individus à la fois de vivre la liberté et la fraternité à travers la responsabilité, c'est vraiment la clé philosophique et pratique, là je vous donne l'argument philosophique, mais ça se vit très pratiquement, qui permettrait aux individus de s'épanouir dans une société qui offre en même temps toute une série de réseaux de solidarité. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on vit grâce au réseau associatif en France, puisque, je le disais au début, au fond, cet exercice de la solidarité et de la fraternité, c'est surtout grâce aux associations qu'on le voit. Et donc je voudrais terminer en remerciant très très chaleureusement tous les bénévoles qui sont ici présents, tous ceux qui sont engagés dans le réseau associatif, et même des fois les salariés mais qui gagnent pas grand-chose et qui au moins consacrent leur vie à un idéal humaniste. Et donc je vous demanderai surtout de bien vouloir applaudir Aude Messéan qui a créé le Paris Solidaire et tous les bénévoles qui sont ici présents. Merci beaucoup.